Le musée Faure est un musée absolument exceptionnel pour une ville de 30 000 habitants. On le doit au docteur Jean-Alphonse Faure, qui est né à Langon en Gironde, rien à voir, en 1862. Et il a fait des études de pharmacien, docteur en pharmacie à Paris. Et il va ouvrir son officine dans le quartier très chic de l'Opéra parisien, rentrer comme ça dans le milieu bourgeois parisien, très amateur d'art, devenir collectionneur. Et comment va-t-il arriver à Aix? Donc ça se passera au début du XXe siècle. On a un pharmacien aixois, le docteur Francisque Dussuel, qui cherche un associé pour la production de l'élixir Bonjean, souverain contre le mal de mer, dit-on, alors souverain contre pas mal de choses sans doute, à base d'éther, donc forcément ça devait quand même anesthésier. Et ils vont en faire des productions absolument colossales. Et c'est de cette façon-là que le docteur Faure a découvert la ville d'Aix-les-Bains et il viendra y passer tous ses étés. Et il mourra en 1942 et par legs, il laissera toute sa collection d'art à la ville d'Aix-les-Bains à une condition, c'est que cette ville en fasse un musée pour que tout un chacun puisse venir admirer ses œuvres d'art. C'est ce qui sera fait, alors on a pris un petit peu de retard avec la Seconde Guerre mondiale, mais le musée ouvre tout de même en 1949. On peut y découvrir donc une partie de la collection du docteur Faure, alors les œuvres de Rodin évidemment, mais également une très très belle collection de peintures autour de l'impressionnisme, un petit peu avant, un petit peu après. Donc on a vraiment une collection qui nous permet de parcourir l'histoire de la peinture du XIXe siècle, comment on arrive à l'impressionnisme et ce qui en découlera par la suite. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement complet et on a de très très grands tableaux. Nous n'avons rien à envier au musée parisien et notamment on accueille des Degas, comme vous le voyez ici avec les danseuses mauves, des Pissarro, des John Kint, Corot, Cézanne, Vuillard, Bonnard, également deux Fujita absolument superbes des années 20. Nous avons une chance exceptionnelle d'avoir ce musée ici. N'hésitez pas à venir le découvrir. Donc nous sommes ici au musée Faure dans la deuxième collection publique Rodin en France, après le musée Rodin de Paris. Et donc c'est une collection absolument exceptionnelle. Rodin est un artiste connu dans le monde entier. Il est né en 1840 à Paris, dans une famille extrêmement modeste. Et il rentrera dans le monde de l'art par la petite porte, puisqu'il n'a jamais pu faire l'école des beaux-arts, la grande école comme on l'appelait à l'époque. Et donc il va travailler dans l'atelier d'autres artistes, comme Albert Ernest Carrier-Belleuse par exemple, qui est un sculpteur extrêmement renommé sous le Second Empire. Et il apprendra le fonctionnement d'un grand atelier dans l'atelier d'autres grands artistes. Alors comme tous grands artistes qui se respectent, Rodin et Carrier-Belleuse au bout d'un moment ne vont plus tellement s'entendre. Et Rodin va prendre son indépendance, il va faire son voyage initiatique en Italie, quasiment obligatoire pour tous les artistes du XIXe siècle. Donc en 1876, il part en Italie et notamment à Florence, où il va découvrir l'œuvre de Michel-Ange, qui va très très profondément le marquer, et notamment ce qu'on appelle l'aspect du non finito. On a gardé en art l'expression italienne, c'est-à-dire le non fini, quelque chose qui n'est pas complètement lisse, pas parfait. Et ça va beaucoup plaire à Rodin et on le retrouvera dans quasiment toutes les sculptures qu'il fera par la suite. On peut le voir ici par exemple avec l'homme qui marche, où on a les jambes de l'homme qui marche qui sont lisses et absolument parfaites, et le torse qui est complètement morcelé par endroits. Cette opposition entre les deux façons de travailler n'était pas du tout pour lui déplaire, notamment à la fin de sa vie. Rodin est également un très très grand portraitiste.
Il a fait le portrait de très grands hommes, évidemment, Victor Hugo, Balzac, Clémenceau, entre autres, mais également de personnes un petit peu moins célèbres, des collègues sculpteurs, des amis, et tous sont porteurs d'une grande puissance de caractère émotionnel, puisque pour Rodin, le portrait n'est pas qu'une coquille vide, pas qu'un physique ressemblant, mais vraiment il doit transparaître à chaque fois une vérité du caractère de la personne. Alors Alphonse de Lamartine est un grand poète, un grand homme politique français évidemment du XIXe siècle. Donc il est né en 1790 à Mâcon, en Bourgogne, mais il va faire ses études au collège de Belay, juste de l'autre côté de la chaîne de l'Épine. Et il a 13 ans à peu près quand il arrive au collège des Jésuites. Il s'y plaît beaucoup et c'est comme ça qu'il découvrira les paysages de la Savoie, de l'Ain, du Dauphiné, qui vont très très profondément le marquer pour des années. Et donc quelques années plus tard, comme il s'est fait de bons amis pendant cette période au collège, il est pas en très très grande forme, physique et psychologique également. Et donc ses amis de la région vont tous lui conseiller de venir se soigner, prendre les eaux à Aix-les-Bains. Et donc en 1816, à l'âge de 26 ans, il viendra pour la première fois à Aix-les-Bains en séjour, à la pension Perrier, qui n'existe hélas plus aujourd'hui, et il se soignera. Alors il va surtout tomber amoureux, puisque dans la même pension, on trouvera une jeune fille, Julie Charles, qui est malade, elle a la tuberculose, mais il va tomber amoureux d'elle, alors de loin, à l'époque on n'aborde pas les jeunes filles comme ça, et le destin va les aider, puisque par un jour de tempête sur le lac, chacun sur une barque, ils vont se rencontrer, puisque Lamartine va se porter au secours de Julie. Et s'en suivra une idylle absolument charmante pendant une quinzaine de jours seulement. C'est souvent ce qu'on oublie dans l'histoire de Julie Charles et de Lamartine, elle est mariée à un très grand physicien parisien, le docteur Jacques-Alexandre Charles, qui a 38 ans de plus qu'elle. Donc il devait approcher des 70 ans à l'époque, mais elle est mariée quand même. Et donc ils doivent se séparer. À la fin de la saison 1816, chacun rentre chez soi. Ils se sont donné rendez-vous pour l'année d'après, 1817, à Aix-les-Bains. Il vient et elle ne viendra pas. Sa tuberculose s'est aggravée, elle n'est absolument plus en état de se déplacer. Et donc Lamartine est seule à Aix-les-Bains, au plus mal, évidemment. Et donc il va chercher à retrouver les impressions du cœur qu'il avait eues avec Julie en visitant tous les lieux où ils s'étaient rendus ensemble. Ça ne marche évidemment pas, il manque l'élément principal, l'amoureuse. Et du coup, la seule solution qu'il connaisse pour faire sortir ce mal-être qui l'obsède, du coup, il va se mettre à écrire. Il écrira cette année 1817 les plus beaux poèmes de toute sa vie, et notamment l'un des plus connus, Le Lac, donc qui parle bien sûr du lac du Bourget, et qui nous explique cette fuite du temps qui passe, l'être aimé qui nous manque. Tout le monde peut se retrouver dans ce poème, c'est sans doute pour ça qu'il a un si grand succès encore aujourd'hui.